Good morning, dear members of the Luxembourg industry ecosystem, dear neighbors from the greater region and from the rest of Europe, and dear solution providers. Welcome to this morning DH Talks. This is a new episode focusing today on the human aspect of the digital transformation. My name is Arno Lambert, and I'm the director of the Luxembourg Digital Innovation Hub, and I will be your host today. Before we start, let me quickly introduce you a few elements. First of all, what is a DH, and then also, of course, a few logistic aspects. But from a DH point of view, we aim actually at accelerating the digital transformation of the Luxembourg industry. And from that, we are a hub. So the key focus, we are actually listening to the industry and their needs, looking at the different solution providers and what they can help in that transformation. We also look at the whole academic world and all what type of support you can have from a local level and European level to finance your project. And we link the people together and help to structure that. The the Digital Innovation Hub is part of Lux Innovation, the innovation agency of Luxembourg, and is actually a partnership between Lux Innovation, the FEDIL, the Chamber of Commerce, LIST, University of Luxembourg, and the FNR. But before we go into the core of the topic, let me first go into certain, I would say, pragmatic aspect of the platform. We're going to have guests. I'm going to introduce them shortly, but first let me introduce you the platform. This session is recorded so that you can replay it if you need, and also for the ones that did not have a chance to attend, it will be available for them. On the right-hand side, you will see you have a question tab, so you feel free to put your questions to anybody from the audience or the panels in that section. I'm going to have also a poll tab, and we're going to inquire for your inputs on a regular occasions. And for the rest, you can also interact on the chat. But my recommendation for any question you would have for the audience, and we're going to have a Q&A session later on, please post them in the question tab. This the webinar will be run partially in English and partially in French, but all the slides will be in English. And if you have, feel free to ask your question in any of your native language, since we have the chance to have a multicultural audience today, and as well on the speaking slide. On my side, English and French would be preferred, but feel free for the rest. Just as a recap to set the scene before I leave the hand and introduce you the speaker, Industry 4.0 is basically an element of the further evolution of the revolution of the industry. You remember the whole mechanization aspect, the mass production linked to the electricity, then the computer came into the automation aspect on the third one. And for the fourth one, which is the one we are currently in, and started some years ago, as we can see, it's really about digital, it's being about smart, and it's also being about connected. And this is the premises of future, more even virtualized, interconnected supply chain and industry. The key point here today is to discuss what is really the human aspect of that. Question one is it really the smart or the small and the smart David versus the big digital Goliath, meaning a big fight between the two? And let's see whether the smart versus the powerful wins. Is it a battle, or is it rather complementarity? A complementarity between the digital aspect, the technical aspect, as well as the human side. And here, for the one that had a chance to attend the LIST Tech Day yesterday, there was a quote that I will take the liberty to take back from the CEO of Lux Innovation about the fact that the human mind addresses the why and technology addresses the how. Reflection for our discussion introduction today. Let me introduce you the two guests we have today. We have, on one side, we have Mathieu Sizowski, who is the head of human resources from Ceratizit, so clearly at the heart of the human aspect of digital transformation. Thank you, Mathieu, for joining today. And we have also Laurent Heusch, head of employer services from the Administration de l'Emploi. Thank you, Laurent, also for joining us today to give the complementary perspective on this subject. Thank you. But before we go into having our distinguished speakers addressing the panel, let me first go through the first poll. So you go in the poll section and you should see the question. So the key point is a bit what is being said as the elephant in the room is, do you think that digitalization leads to job losses?
And we would be very interested to have your feedback, dear audience, on this topic. Do you think we're going to lose jobs because of digitization? Yes, no, or not sure? I leave you, while you have the time, while you do the time, take the time, sorry, to answer. I will just share with you one set of data coming from McKinsey that has done a study, a recent study from 2020, on the opportunity of technology automation. And we can see in the different sectors, so the average, I would say, improvement in productivity is around 1.3%. Sorry, 1.3, so 30%. And you can see actually in manufacturing, really some sector that is very operation intensive, the whole digitalization, digital transformation has a potential of an increase of 58%. Again, we can all have our opinion about that, but I think it's interesting to see that study. That will also, again, another, I would say, fuel for that. So here, thank you for your feedback. Do you think that digitization leads to job losses? Overall, we have, I would say, 60%, so the majority, is expecting that digitalization will not lead to job losses, even more than 60%. So thank you. I mean, we see a strong confidence, probably to more going to the complementarity aspect rather than the, I would say, the cannibalization aspect. But there is still around 40% that where it's no or not sure. So let's see, sorry, yes or not sure. So let's see what actually the topic is. And that's why we have the two guest speakers today. And without further ado, because that's really the key, is to learn from them, I will leave the floor to Mathieu to really share the Ceratis experience and where the human in their digital transformation is taking place. So Mathieu, floor is yours. Oui. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au français. Merci Lux Innovation pour votre initiative ainsi que pour votre invitation. Et sans plus attendre, je vais simplement expliquer rapidement qui est déjà ma propre personne, mais Laurent l'avait déjà mentionné. Donc, je suis le responsable RH de Ceratis au Luxembourg. Ceratis, beaucoup d'entre vous devraient normalement nous connaître dans l'industrie. Nous sommes situés à Mamers et nous fabriquons pour nos clients des outils en carbure de tungstène. Vous voyez quelques illustrations sur les slides où nos clients sont ceux qui ont besoin d'outillage, qui résistent à l'usure, qui coupent, qui découpent. En tout cas, si un industriel a ce besoin, il peut venir vers nous pour que nous lui fournissions une solution. Nous sommes un acteur global. Je passe au slide suivant. Nous avons plus de 8000 employés dans le monde. Encore une fois, 1400 à Luxembourg. 30 sites de production. Nous sommes présents dans plus de 80 pays. Société basée à Mamers. Plus de 100 000 produits et plus d'1 milliard dans les bonnes années avec le Covid, moins d'1 milliard de chiffre d'affaires sur l'ensemble du groupe. Une petite précision concernant notre processus, parce que ça sera intéressant pour vous pour la suite. Notre processus global est assez simple. D'abord, nous préparons des poudres faites de carbure de tungstène associées à du cobalt ou quelques autres éléments naturels. Ensuite, cette poudre, nous la passons dans une presse ou dans une machine à injection pour en sortir un élément qui ressemble dans sa matière à de la craie, qui est très friable. Nous le passons ensuite dans un four. Ce four chauffe à 1400 degrés. La pièce se réduit d'une 40% et elle devient extrêmement dure. Il faut savoir que le carbure de tungstène est le deuxième matériau le plus dur après le diamant. Et nous faisons bien entendu après un traitement de surface par rapport aux différentes applications et un contrôle final qualité s'opère pour garantir une qualité client qui soit optimum. Bien entendu, en tant qu'industrie, le 4.0 est une réelle question pour nous et une présentation assez succincte parce que je veux vraiment que l'on fasse le focus sur ressources humaines et 4.0. Alors, qu'est-ce que pour nous l'industrie 4.0 ? C'est assez simple, c'est d'améliorer la fameuse équation qualité, délai, coût, résultat, ce que l'on appelle l'excellence opérationnelle,
et l'on perçoit dans le 4.0 une grosse capacité à aller améliorer cette équation que je viens de mentionner. Mais ça n'est pas tout. En tout cas, chez Ceratizit, nous avons, je reprendrai un mot d'Amazon, nous voulons avoir l'obsession du client, d'avoir cette intimité avec les clients et de n'être pas qu'un fournisseur, mais d'être un réel partenaire pour eux. C'est d'avoir un outil de production, un outil d'ingénierie qui soit suffisamment souple et pertinent pour répondre à leurs désirs réels, à leurs besoins réels. Et bien entendu, la dernière chose est d'avoir un réel leadership du point de vue des produits où nous espérons que le 4.0, bien sûr, nous permettra de produire moins cher, de créer une meilleure expérience pour le client, mais aussi des produits qui soient plus adaptés aux différents besoins de nos marchés, qui sont très divers. Alors, en termes de 4.0, ceux qui veulent la présentation pourront la voir et en feront la demande à Laurent, mais je ne vais pas tout détailler parce que ça serait beaucoup trop long. Mais de manière vraiment succincte, mais quand même assez précise, notre 4.0 s'articule de la manière suivante. La première chose, nous voulons collecter des données sur les machines. Toutes les données pertinentes, nous voulons qu'elles remontent de manière intégrée vers un système informatisé. Alors bien sûr, c'est un challenge qui est énorme parce que les connecteurs ne sont pas les mêmes, les langages ne sont pas les mêmes, nous avons de vieilles machines, je peux en montrer, il y a une illustration là, donc c'est un challenge énorme et aujourd'hui sur un peu moins de 1000 machines que nous avons, un tiers est déjà connecté à un système intégré. Mais ça n'est pas un but en soi de faire remonter des données et aussi, j'oublie, d'intégrer des capteurs sur les machines pour la vitesse, les angles, les températures, enfin, toutes ces choses, les vibrations, les consommations, toutes ces choses qui peuvent nous servir en amont. Parce que le but, et c'est notre deuxième projet, le MES, est d'intégrer toutes ces données directement à notre ERP. Nous utilisons SAP pour qu'en réalité, les opérations qui se faisaient avant à la machine, une programmation, un choix d'outillage, eh bien, se fassent en réalité en amont. Et que ce soit la machine qui, elle-même, soit programmée par une autre machine pour que nous puissions gagner en temps, en fiabilité, mais aussi que l'opérateur se concentre, et ça nous le verrons après, sur des tâches qui auront plus de valeur ajoutée. Alors là, c'est le CAQ, c'est une amélioration de la qualité où nous prenons en compte toutes les mesures, donc post-production, nous en faisons une sorte de bibliothèque pour être sûr que les produits soient véritablement dans les contraintes et les précisions qui ont été décidées par le client. Mais beaucoup plus intéressant, notre e-tech store, et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai parlé d'Amazon, parce que nous voulons qu'il y ait disponible pour nos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un système qui va permettre d'aller configurer et de passer ses ordres de commande directement à partir d'un site. Donc, comme commander un livre sur Amazon, eh bien, un client pourra commander ses produits. Il rentrera d'abord toutes ses dimensions souhaitées par rapport à son produit. Donc là, ça sera paramétré pour chacun de nos produits. Il fera le check du plan, il va recevoir une offre, il valide cette offre et ça partira directement dans notre ERP qui aura, lui, déjà des paramètres de production intégrés par rapport à ses produits et qui commandera de lui-même la production en lien, bien entendu, avec la planification. Et à tout moment du processus, un expert pourra être monopolisé s'il faut faire une particularisation ou s'il faut modifier quelque chose. Mais en tout cas, c'est ce destin industriel que Ceratizit s'est donné, donc d'intégrer des données pour, in fine, permettre aux clients de commander de manière très facile et que la production soit la plus automatisée que vous puissiez trouver, en tout cas au moment où la technique est disponible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que c'est le topic du jour du point de vue des ressources humaines. Eh bien, il y a un problème. Le slide ne défile pas. Voilà. Eh bien, c'est là où je vais essayer d'être un petit peu plus explicatif.
De notre expérience, de notre point de vue, la première chose à faire, aussi vite que possible, est de se poser la question, alors en anglais c'est workforce shaping, on pourrait appeler ça en français la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais c'est de se poser la question pour vous et au-delà des informations médiatiques, quelles vont être les nouvelles contraintes liées aux emplois en nombre et en quantité. Et là, vraiment, on peut être très surpris à quel point eh bien, il est difficile de savoir exactement comment la force de travail, workforce, va évoluer. Et il est aussi très difficile de dessiner un visage de ce qui va venir, parce que ça va venir de manière graduelle. Par exemple, chez Ceratizit, de manière claire, nous avons un visage de l'opérateur 4.0. Et cet opérateur 4.0, il ne sera plus à la machine pour faire des pièces, à lire des plans et à programmer, mais ça va être le gardien de son parc machine, où via des ordinateurs, il va avoir accès à tout un nombre de paramètres qu'il devra savoir interpréter et qu'il devra savoir comprendre de manière fine pour jouer son deuxième rôle qui va être celui de troubleshooter. C'est-à-dire que ça sera à lui de savoir en amont, de pouvoir anticiper les problèmes liés à la production, soit pour intervenir directement, soit pour être capable de mobiliser les bonnes personnes. Et l'aspect proactif du 4.0 est vraiment une chose qui, pour nous, va être prégnante, mais aussi, et ça c'est vraiment très très important, l'opérateur ne va pas être un utilisateur d'outillage comme il l'est aujourd'hui, mais un analyste de comment appréhender la situation, comment appréhender ce qui se passe pour que demain le système soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est là, et c'est pour moi un point extrêmement important. On va aussi avoir un ingénieur 4.0. Dans le modèle de taylorisme habituel, l'ingénieur commande quelque part le travail aux opérateurs. Mais avec le 4.0, on va avoir comme une inversion de cet ordre taylorien où l'opérateur va prescrire à l'ingénieur ce que l'ingénieur va devoir mettre dans le système. Et en fait, là où nous, on décèle quelque chose, c'est que le dialogue entre l'opérateur et l'ingénieur va être crucial dans la réussite du 4.0. Il y a une mise en œuvre technique du 4.0, mais il y a une réussite du 4.0. Et l'ingénieur qui pense détenir le savoir et qui va programmer les machines et qui va mettre toutes les données via SAP, en tout cas chez nous, eh bien, ça n'est pas exactement comme ça que ça va se passer parce qu'il y aura un dialogue nécessaire entre qu'est-ce qu'il y avait dans la machine et quel est le produit qui a été réalisé. Et c'est là où on doit vraiment travailler, et je passe au deuxième point, la gestion du changement, parce que pour nos collègues, le 4.0 risque d'être une grosse révolution. Très personnel, c'était la question du départ, je vais perdre mon job, ma zone de confort va changer, mais ça va au-delà de ça, et c'est une réalité, ce sont des relations de travail qui vont devoir changer. C'est une collaboration dans l'entreprise qui va devoir être beaucoup plus serrée parce que l'approche ne sera plus segmentée, l'approche va être holistique. Et dans cette approche holistique, s'il y a une chaîne qui fonctionne mal ou moins bien, c'est tout l'ensemble qui risque vraiment de poser problème. Et je crois qu'en termes d'automatisation, chacun a chez lui un exemple où en théorie c'était génial, mais en pratique, ça fait une catastrophe. Et là, je passe au point numéro 3, parce que notre expérience est que, et c'est cette fameuse phrase de Peter Drucker, « Culture eats strategy for breakfast », où très clairement, l'aspect humain est toujours l'aspect déterminant, même si les choses vont être faites par des machines et que des machines vont commander à d'autres machines, il y aura toujours un humain qui va venir programmer cette machine et il y aura toujours un humain qui va devoir à un moment donné checker si ce qu'a fait la machine est vraiment conforme à ce qui était ambitionné au départ. Et c'est ce lien culturel, en fait, cette manière de travailler
qui va être déterminant, je crois, dans la réussite du 4.0. Un deuxième point dans ce fait que le facteur humain est l'essentiel, le mot est reconnaissance. C'est génial et on en voit tous les progrès. Cette obsession des processus, cette focalisation sur l'amélioration des processus et le fait de les rendre les plus fiables et solides possibles. On en voit tous les progrès, mais il faut vraiment veiller à ne pas prendre aussi les hommes comme des robots, parce que les hommes ne fonctionnent pas comme des robots. On pourrait en parler longuement et je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, je crois que c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Se focaliser sur l'automatisation commande et demande aussi, pour ce que j'ai dit avant, de se focaliser aussi avec pertinence sur la nature de ce facteur humain, sur ce que l'humain attend au travail, et j'avais déjà prononcé le mot, il attend de la reconnaissance. Et je crois que surtout dans une industrie, c'est extrêmement important parce que la population ouvrière est extrêmement sensible à ce levier de la reconnaissance. Et je conclurai parce que nous avons aussi fait de la digitalisation au sein du service ressources humaines, donc j'ai une expérience propre de ça, et je dirais deux choses. Vraiment, choisissez vos partenaires avec la plus grande attention. Ils vous vendent souvent du rêve au départ et à la fin, ça peut se terminer en cauchemar parce qu'ils ont vendu quelque chose d'intéressant pour eux et pas spécialement pour vous. Premier point. Et la deuxième chose, pensez toujours au service que vous allez rendre et intégrer ensuite le 4.0. On a rapidement tendance à faire du 4.0 parce qu'on a l'impression qu'il faut en faire, mais nous avons d'ores et déjà chez nous déterminé des secteurs où, à aujourd'hui, avec la nature de la technique, le 4.0 n'a pas de pertinence chez nous et il ne faut surtout pas le faire parce qu'au final, on aurait plus à perdre qu'à gagner. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup et j'attends vos questions avec impatience si vous en avez. Un tout grand merci Mathieu, et merci à l'audience de mettre vos questions dans la partie questions. On va les prendre après la présentation de l'autre Laurent, du vrai Laurent. Mathieu, moi je retiens deux choses d'intervention, enfin il y a beaucoup de choses, d'abord c'est très riche et merci beaucoup parce qu'on parle beaucoup de la transition digitale et on l'a abordé dans l'aspect de l'outil de production, dans la relation client, la relation fournisseur, mais l'aspect humain était clé. Et ici, ce que je retiens est deux éléments clés, je crois. La première chose, vous avez dit, c'est quelque chose de très fort, c'est on ne traite pas les hommes comme des robots. Je crois que c'est une phrase qui résonne quand même fortement. Et une autre chose que vous avez dit aussi, c'est, in fine, c'est pas tellement la relation homme-machine qui va changer, c'est la relation humain-humain. Absolument. Et là, je crois que, est-ce que vous avez un peu un exemple concret de ce que vous avez pu voir justement par rapport à ça? Oui. Alors, j'ai un exemple concret. Alors, les exemples risquent toujours d'être un petit peu longs et je ne voudrais pas mordre sur le collègue, mais j'ai un exemple négatif. Un exemple négatif qui va peut-être plus faire réfléchir. J'essaie d'être très synthétique. On a dû changer une machine parce qu'on avait beaucoup de production. Enfin, c'est ce que l'on croyait. On a eu un afflux de production et on s'est dit il faut changer la machine. Au final, la machine, on devait doubler la production et on a augmenté que de 20%. Et un ingénieur est venu, a fait son analyse, a observé tout, a fait ses schémas, ses diagrammes, et il a conclu, il faut changer la machine est obsolète. Et on est allé voir les gens sur place, on a dit, mais il y a un truc qu'on ne comprend pas. Comment ça se fait que l'ingénieur dit, on doit doubler la production avec cette nouvelle machine, on l'augmente que 20%. Il est où le loup? Le loup était très simple. Ils ont dit, mais nous, on ne nous a pas posé la question, on ne nous a pas demandé comment faire. Alors, doubler la production, on aurait peut-être pu le faire avec l'ancienne machine. Mais comme personne ne nous a demandé, on a laissé faire l'ingénieur. Il est venu, il nous a pris de haut. Ils ont changé la machine. On a dépensé 500 000 balles pour rien. Il aurait simplement fallu nous poser la question, les gars, vous avez une idée, oui ou non? Et eux avaient des idées. Mais sauf qu'on les a pris pour des gens qui n'en avaient pas. Voilà, c'est un exemple un peu extrême, volontaire pour faire réfléchir quelque part, mais faire participer. C'est faire gagner la digitalisation parce qu'on a besoin des gens qui sont sur le terrain. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait, c'est clair. Et de nouveau, souvent la solution au départ est dans l'organisation et l'organisation est composée au départ d'humains et ensuite rentrent les machines et la digitalisation. Un grand merci Mathieu. Maintenant, on va passer dans la perspective complémentaire de Laurent qui va nous venir avec une perspective encore plus marché, plus macro,
et un partenaire clé, l'ADEME, au sein de tout ce qui est skilling et recrutement, etc., au niveau des entreprises. Donc, Laurent, floor is yours. Merci. Donc, la présentation. Et en attendant, je vous encourage donc à continuer à poser vos questions qu'on va donc prendre après la présentation de Laurent. Voilà. Donc, aussi de ma côté, merci pour l'invitation et la possibilité de montrer un peu la vue de l'ADEME du marché de l'emploi, mais aussi sur l'industrie 4.0, ce que nous, on voit déjà parmi nos chiffres. Donc, mon nom, c'est Laurent Poich, donc je suis le responsable du service employeur au sein de l'ADEME, que certainement tout le monde parmi vous connaît. Et si jamais pas, n'hésitez pas à me contacter. Donc, voilà. Pour montrer un peu dans quoi nous et vous aussi on vit actuellement, désolé, il y a encore 2 slides en français dedans. J'ai omis de les changer, mais bon, ça, je pourrais le faire par après. Donc, vous voyez un peu ce qui, pour nous, représente en quelques brefs détails le marché de l'emploi, la population et aussi, je vais dire, certains points qui sont des challenges. Donc, à gauche, vous voyez la population. Et déjà là, vous voyez quelque chose qui est assez important pour Luxembourg parce que c'est vraiment quelque chose de unique. La population est constituée par presque 48% de non-luxembourgeois. Ce qui montre ce qu'on voit tous les jours, la multinationalité, le multiculti, le multilinguisme, ce qui tout peut être un avantage, mais parfois aussi un désavantage. Nos chiffres actuels, bon, je pense que tout le monde le sait, a peut-être vu les dernières reportages dans les journaux. Notre taux de chômage est actuellement à 5,5%, ce qui montre la réactivité et les réactions du marché de l'emploi sur, je vais dire, pas les fins de la crise, mais au moins une amélioration de la crise. Le marché a vraiment repris énormément vite. Et pour cela, notre taux de chômage a aussi baissé chaque mois maintenant. J'ai regardé un peu, mai-juin l'année passée, on était à 7,1%. Donc, vous voyez combien ça a baissé avec la réouverture des secteurs, certes, mais aussi le marché, comment il a repris. On a une 484 000 personnes qui travaillent au Luxembourg, avec encore des fonctionnaires, des indépendants et les communautés européennes, ce qui montre aussi notre marché de l'emploi, c'est en fait que 73% de la main-d'œuvre sur le marché de l'emploi n'ont pas la nationalité luxembourgeoise. Ce qui est quand même un point important pour Luxembourg, pour tout ce qui est démographie, mais aussi pour voir comment le marché de l'emploi, la masse salariale est constituée. Et puis, il y a un dernier point, ce qui, je pense, n'est pas étonnant pour personne d'entre nous. On a une 45% de cette main-d'œuvre étrangère qui viennent des 3 frontières, donc des frontaliers qui viennent tous les jours. Bon, maintenant, un peu moins avec les réglementations de télétravail dans certains secteurs, mais d'autres secteurs où le télétravail n'est pas possible, ils viennent toujours. Et on a aussi, à ce point-là, vu comme avant, je veux dire, la crise sanitaire, les routes commencent ou recommencent d'être bouchées beaucoup plus que les derniers 12 ou 13 mois. Donc, ça montre aussi que les gens reviennent au travail, ce qui est aussi une bonne chose. Ici, simplement pour vous montrer que le Luxembourg, peu importe la crise qui était, a toujours vu une croissance au niveau de la création d'emplois. Vous voyez le Luxembourg vraiment à 154. Vous voyez les autres pays qui montrent une baisse en fait dans la création d'emplois, ce qui pose des problèmes pour une relance maintenant, parce que sans création d'emplois, la relance va être dure de faire. Et c'est pour cela qu'on montre souvent ce slide pour montrer, même en temps de crise financière ou celle-ci, peut-être ça augmente un peu plus long et la courbe n'est pas si extrême, mais on voit toujours la création d'emplois au Luxembourg, ce qui montre aussi que notre marché de l'emploi est vraiment quelque chose de très intéressant et très extraordinaire, je vais dire.
Maintenant, l'ADEME, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas encore tellement, l'ADEME, c'est l'Agence pour le développement de l'emploi. Donc, nous nous occupons d'un côté des demandeurs d'emploi, donc des personnes à la recherche d'emploi ou qui veulent changer, se réorienter dans d'autres secteurs, mais aussi des employeurs. Donc, ça, c'est mon service qui s'occupe de la relation avec les employeurs, où on a vraiment des personnes dédiées, une 32 conseils employeurs qui sont à votre écoute et qui sont là pour vous aider et pour vous améliorer ou faciliter le recrutement de personnes, soit au Luxembourg, soit au-delà. On a aussi tout ce qui est niveau apprentissage initial et adulte, ce qui nous concerne aussi, et où on a un département spécifique. Maintenant, pour la thématique du Skills in Industry, nous, on a fait une analyse déjà avant ce webinaire dans nos secteurs, quelles sont les compétences, les métiers qui sont peut-être en risque, qui sont émergentes ou qui stagnent vraiment à un level pour savoir qu'est-ce qui se passe au marché. Et donc là, nous, on a fait une analyse sur tous nos offres d'emploi, donc toutes les offres que les employeurs ont déclarées. Là, je veux dire, si vous déclarez plus, nous, on a plus d'informations et donc ça nous rend beaucoup plus de visibilité sur le marché de l'emploi. Donc ici, vous voyez que l'emploi est stable au niveau du secteur. Bon, 2020, il y a une petite baisse niveau recrutement, mais ça, je pense, ça, c'est pas étonnant, ça, c'est normal. Je suis convaincu que pour 21 ou 22, ça sera l'inverse. Peut-être qui est plus intéressant, c'est des emplois qui sont en baisse où on voit que vraiment la demande est est devenue beaucoup moins. Comme vous voyez sur les différentes slides, bon, ce sont des emplois où vraiment répétitifs, où l'automatisation est venue et voilà, mais pas venue, mais où l'automatisation a coûté des emplois, je vais dire. De même, au niveau de la digitalisation, digitalisation, je pense là, on parle de beaucoup parce que la digitalisation, c'est vraiment le terme des dernières années, même si maintenant on entend qu'entre mars et mai, juin de l'année passée, la plupart des sociétés se sont digitalisées ou ont vraiment eu un boost au niveau de la digitalisation. Ce qui ne rend pas plus facile notre métier parce que nous, on doit toujours voir pour que les demandeurs repassent sur le marché de l'emploi, qu'ils ont des nouvelles compétences qui sont demandées. Et c'est ça, en fait, aussi quelque chose qui est important, bien qu'ici, on parle de métier ou de poste ou profil, ce qui est souvent oublié, c'est vraiment les compétences qui sont nécessaires et qui sont demandées. Parce que là, on voit quand même des nouvelles compétences qui arrivent ou qui sont demandées beaucoup plus souvent. Ici, vous voyez des emplois en fait qui sont en augmentation. C'est toujours une légère, peut-être le process management, là, c'est une augmentation plus extrême, mais ça, c'est vraiment suite aux digitalisations et à l'automatisation que ces emplois sont émergés et ont pris des places de d'autres peut-être plus manuels. Puis, si on voit les emplois émergents, il y a des choses qui sont pas étonnantes. Toujours, il faut rester conscient que ceci se base vraiment que sur nos offres d'emploi. Donc, vous voyez, les emplois qui sont émergents, c'est rien d'extrême ou qui choque. Conduite à installation automatisée, robotisée, technique étude conception en automatisation. Ça, c'est pas choquant, c'est certes, on voit parce qu'on sait aussi la digitalisation et l'automatisation donnent fait à une augmentation de ces postes et de ces compétences qui seront demandées. Ici, encore déjà quelques compétences qui sont de plus en plus demandées parce que je pense dans le futur, ce sera une question sur les compétences transversales qui sont importantes et qui seront nécessaires pour les gens et pour les salariés. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, le lifelong learning dans les sociétés. Je pense il y a quand même sûrement des sociétés qui ont peut-être un peu laisser endormir ces choses et maintenant c'est beaucoup plus important de nouveau comme avant, mais c'est vraiment des choses que nous on voit. Donc
comme la communication. Bon, ça c'est quelque chose qui est classique, mais prioritize tasks, problem solving, je pense, le problem solving, c'est vraiment une des compétences qui va de plus en plus venir. Comme j'explique souvent à des étudiants au niveau du lycée, l'employeur ne va pas engager deux personnes, un qui n'arrive pas à résoudre le problème et un deuxième pour le résoudre. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rester et que ce sont des compétences que les gens y disposent. Il faut juste parfois les rappeler qu'ils les disposent. Ici, quelques skills niveau digital, social et business qui sont émergentes dans notre base de données, donc qui est de plus en plus demandé par les employeurs. Et je pense que les social skills, c'est parfois quelque chose qui est un peu, pas oublié, mais plus à part. On se base plus sur tout ce qui est business et digital skills, mais parfois on oublie vraiment que les social skills, c'est aussi quelque chose d'important dans les sociétés, que les gens peuvent interagir entre eux. Et là, les social skills sont sûrement un facteur important aujourd'hui, mais aussi au futur, certainement. Les effets Covid que nous on voit, c'est sur les emplois. Bon, comme je vous ai dit, des nouvelles compétences qui sont de plus en plus demandées, des job descriptions qui viennent, qui ont beaucoup plus focus sur digitalisation et management niveau de l'informatique. Et quelque chose que je pense que c'est pas quelque chose que vous avez jamais entendu. L'accélération au niveau de tout ce qui est automatisation et digitalisation. Comme j'ai dit avant, il y a 2-3 ans, peut-être beaucoup de sociétés se sont dit, ben, dans les prochaines 3 à 4 ans, on va digitaliser notre chaîne de fonctionnement ou notre interne. Ben, la plupart l'ont fait vraiment durant le premier confinement et ça nous a montré que c'est possible de le faire assez vite et que c'est aussi une bonne chose parfois d'être poussé vers là. Ça, c'est aussi quelque chose qui, pour nous, en tant qu'ADEME, on l'a vécu. Je pense que pas mal d'entre vous ont fait appel au chômage partiel. Et donc, il faut dire, le premier mois où le chômage partiel a été accordé, c'était tout sur papier que nous, on a reçu par la poste. On avait vraiment des cartons, une centaine de cartons avec toute la documentation dans les bureaux et on devrait les taper, entrer dans notre base de données. Et au bout de 2 mois, on avait quand même digitalisé le tout. Certes, c'était pas toujours à 100% parfait, mais on avait au moins digitalisé de façon que toutes les demandes ont pu être introduites de façon digitale par les guichets ou soit par mail si jamais quelque chose ne fonctionnait pas. Donc ça aussi, il faut dire que l'État a aussi fait des efforts à ce niveau-là et ça a aussi bien fonctionné. Et on voyait aussi que parfois l'État n'a pas besoin de beaucoup de temps pour mettre quelque chose en place qui facilite la vie à beaucoup de monde. Maintenant, pour vous montrer un chiffre simple, pourquoi? Bon, 10 809 postes, c'est aujourd'hui, donc à ce jour, le nombre de postes qui sont disponibles chez nous, donc qui sont déclarés. Pour vous donner une idée, notre rapport nos chiffres clés ont été publiés maintenant qui sont valables jusqu'au 31 août. Là, on était à 9 900. Donc, vous voyez, en 23 jours calendrier, il y a presque 1000 postes de plus, ce qui montre que le marché a vraiment énormément besoin de personnes, de profils, de compétences, de gens, où on sait aussi très bien que peut-être c'est impossible de trouver tous ces profils au Luxembourg. Et pour cela, nous, on regarde aussi avec des sociétés ou avec des fédérations pour voir comment on peut organiser des choses pour voir recruter à l'étranger. Donc, et là, on est vraiment, on compte sur vous, les employeurs, pour d'un côté déclarer les places vacantes, même si on ne peut pas pour tous vous proposer des personnes, mais pour nous donner une meilleure vue sur le marché, qu'est-ce qui est demandé, il nous faut les déclarations de places vacantes. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas la totalité du marché qui les déclare, mais pour nous rendre notre
je vais dire, mission plus facile d'organiser des recrutements à l'étranger avec des autres États ou de participer à des foires à l'international, il nous faut des informations sur le marché pour voir quel type d'organisation ou quel type d'événement est le meilleur pour nous. Et donc ça, pour vous donner vraiment le message, de le faire et de travailler avec nous afin, comme partenaire et ne nous pas voir comme quelque chose d'obligatoire, je vais dire. Merci. Un tout grand merci, Laurent, pour votre présentation et pour ces éléments. Bon, moi, ce qui m'a clairement frappé ici, ben, c'est quand on voit que clairement, il y a une grande partie, 73 ou 73%, comme, ça dépend comment on veut le dire, de la main-d'œuvre qui est étrangère. Donc, ma première chose aussi, c'est de demander, est-ce que, d'après vous, cet élément de digitalisation est aussi, enfin, de besoin en skills digitaux. On a vu quand même que les top 3 restaient humains dans ce qu'on voit, et ensuite rentre l'aspect digital. Mais est-ce que cet élément, est-ce que cet élément est un élément qui est un peu un bridge entre les différentes cultures? C'est-à-dire que est-ce que l'élément digital, lui, est multiculturel? Donc, c'est veut dire que ça donne des chances égales aux différents types de cultures et d'origine pour certains postes, contrairement à d'autres choses qui auraient pu être plus liées à la langue. Est-ce que le digital, in fine, rassemble ou uniformise plus, ou level plus, comme on dirait en anglais, les chances? Sûrement, je pense que le digital, c'est vraiment quelque chose que comment je vais dire, il n'y a personne qui peut s'échapper du digital. Peu importe si c'est dans l'industrie, au niveau santé, tous les secteurs, le digital, c'est vraiment le point commun, je pense, entre les différents secteurs. Et c'est ça aussi quelque chose qui est, pour les générations, je vais dire, la mienne ou les générations Y ou Z, c'est quelque chose de normal. Je pense là, vous avez des difficultés. Si jamais vous devez donner un bic, un stylo et un papier à quelqu'un de notre génération, il est là et moi je vais le faire sur l'ordinateur. C'est plus simple, c'est plus vite. Donc le digital est quelque chose qui réunit les secteurs, à mon avis, et qui donne aussi de nouvelles opportunités pour les employeurs, voire pour niveau recrutement. Avant, je me rappelle, il y a 2 ans, tout le monde tous les employeurs qui recrutaient quelqu'un de l'étranger, ils l'ont fait venir pour l'entretien et pour le voir, pour en discuter. Maintenant, ça se fait par webinar, par Livestorm ou comment ça s'appelle. Donc, on voit déjà que ça a un grand impact euh, par rapport, je vais dire, 2 ans. Alors, peut-être une question connexe avant de passer, je dirais, de nouveau au niveau de l'audience. Et j'encourage l'audience donc à rentrer ces questions dans le tas de questions. On les adresse à tout de suite, parce que là, on commence vraiment la discussion panel. On voit qu'il y a une attractivité, donc le digital est multi-industrie, enfin multi-secteur, mais est-ce que l'industrie est un secteur intéressant pour des gens à profil digitaux? Parce qu'on voit clairement à la fois, même si l'humain reste au centre, à la fois c'est clair dans vos deux présentations, mais est-ce que l'industrie est un secteur intéressant pour des gens avec compétences digitales plutôt que la finance, plutôt que toute une série d'autres secteurs? À mon avis, je pense oui. Pour moi, c'est plutôt la question, euh, et ça a évolué dans les dernières années, et ça s'est amélioré, c'est l'attractivité qui parfois les gens ou les jeunes ne voient pas dans l'industrie. C'est pour ça que je félicite vraiment la FEDIL pour le Hello Future programme, parce que là, les sociétés ont pu montrer qu'est-ce qui est l'industrie au Luxembourg. À mon avis, il y avait beaucoup de gens encore qui pensaient, oui, le matin, je rentre, je suis sale toute la journée et le soir, je suis complètement fatigué. Mais ils n'ont pas vu que des machines, comme expliqué avant, sont gérées par un tablette ou un ordinateur et plus par les mains. Et je pense que c'est à ce point-là qu'il faut mettre encore plus l'accent, vraiment d'expliquer aux jeunes quels métiers sont dans l'industrie et que c'est intéressant et c'est surtout beaucoup plus digital que dans les films qu'on voit des années 60. Merci beaucoup. Là, je reviens sur une question justement de l'audience, dirigée pour vous, Mathieu, mais je pense que de nouveau, tout le monde peut clairement y répondre, enfin, contribuer.
Est-ce que le 4.0 dans l'industrie est source d'attractivité de nouveaux talents? Voilà, donc là, plutôt vous en tant qu'industriel, ou Ouais. au contraire, est-ce que c'est trop novateur et donc ça fait fuir des gens? Oui. Alors, point numéro un, pas de certitude. Donc je vais plutôt partager des observations, des doutes et des faits aussi. Est-ce que c'est source d'attractivité de nouveaux talents? Un, je l'espère, parce qu'autrement, on va avoir des sérieuses difficultés à faire en sorte que le train arrive à l'heure, hein. Si on n'a pas de pilote et de cheminot, ça va être compliqué. Donc, fatalement, en tout cas, à aujourd'hui, on n'identifie pas d'engouement particulier, on n'identifie pas non plus de problème particulier en termes d'attractivité. Mais là où je voudrais, parce qu'on a beaucoup parlé des ingénieurs, des IT, ITlers, comme on dit, et là on sait qu'on a un problème énorme à aller recruter certains types de profils où on est obligé, Monsieur Puech en a souligné la chose, d'aller les chercher loin et de les payer très cher pour les attirer. Mais là où je peux partager une forme d'inquiétude, c'est à des niveaux plus liés aux opérateurs. Pourquoi je dis ça? Parce que chez Ceratizit, on en a 750. À ma droite, il y a 750 opérateurs qui sont devant des machines, en bleu de travail, dans des conditions, et merci Monsieur Puech pour ce que vous avez dit, dans des conditions de travail qui sont plutôt bonnes, hein. En été, leurs ateliers sont climatisés, hein, donc ils sont bien lotis pour garantir la qualité. Et c'est surtout pour eux où j'espère qu'on va réussir à faire en sorte que l'exigence qui est liée à la digitalisation, parce que je mets vraiment ces deux mots en lien, plus on digitalise, excusez-moi, je fais vibrer l'écran, plus on digitalise, plus nous devenons exigeants avec les personnes qui font partie du processus. Moins on leur permet une improvisation et plus on leur commande une autonomie, d'utiliser, là c'est sans... Et vraiment, il n'y a rien de négatif dans ce que je dis là, mais d'utiliser le maximum de leur cerveau et que le fruit de leur travail soit un travail qui soit avant tout intellectuel. Et c'est là où je peux émettre quelques inquiétudes. Est-ce qu'on continuera à pouvoir attirer des gens qui ont envie de s'investir dans leur métier au-delà du métro boulot dodo, ce qui est tout à fait respectable à aujourd'hui, hein. On n'a pas besoin d'avoir que des wagons pour avoir un train, il nous faut aussi des locomotives, mais avec l'industrie 4.0, on va avoir besoin de beaucoup plus de locomotives, très sectorisées. Et pour moi, la grosse problématique, c'est pas tant d'attirer des talents, de toute façon, les gens devront travailler parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie, donc on arrivera bien à trouver, et le Luxembourg reste quand même attractif, c'est plutôt est-ce qu'on aura des gens suffisamment engagés dans les structures pour faire vivre l'exigence des systèmes que l'on aura mis en place. Et encore une fois, pour le vivre, et là j'ai l'impression, enfin désolé si je dis une banalité à mourir, mais j'ai connu aussi des reflux d'automatisation dans ma carrière. Ou des lignes qui étaient automatisées. À un moment donné, on s'est dit, mais attendez les gars, est-ce que ça vaut le coup d'automatiser? Vous avez vu la somme d'emmerde que l'on a, où on avait, dans nos plans, on avait plus tant de pourcents de productivité, et puis au final, parce qu'il y a toujours un petit os qui vient se nicher là où on n'avait pas prévu, eh bien la ligne reste fermée pendant une semaine parce que, et ça c'est du vécu, on n'a pas le capteur qu'il faut parce qu'il y a une rupture, et pendant une semaine, la ligne est à l'arrêt. Et donc, ça va vraiment demander à ce que les travailleurs du haut, je prends un mot un peu politique, hein, de tout en haut jusque tout en bas, des ingénieurs, des leaders, jusqu'aux opérateurs, et vraiment cette intention de faire vivre le système. Et c'est là où je me dis qu'il y a un gros enjeu pour le 4.0. Et encore une fois, les talents, je suis persuadé qu'on les trouvera. Et si on ne les trouve pas, eh bien on les formera nous-mêmes. Nous avons une usine en Autriche où ils ont du mal à recruter des jeunes. Eh bien, on a une école où il y a 100 apprentis qui sont formés tous les ans. Voilà, ça, on y arrivera s'il y a un besoin. Mais c'est une fois qu'on a ces talents, qu'est-ce qui se passe en interne? Désolé, j'espère ne pas avoir été trop long et répondu à votre question.
Non, tout à fait, mais je crois que le but justement, c'est de partager vraiment l'expérience pour tous ceux qui nous écoutent. Et je crois que le vécu, il n'y a rien de tel pour inspirer les autres. On voit deux angles ici, je rebondis sur deux questions qui viennent de l'audience. Donc il y a un angle, quand on parle des talents, il y a un angle qui sont les talents existants et comment ils évoluent. Et il y a un autre angle, c'est des nouveaux profils. Alors si on prend le premier angle, une des questions, c'est comment est-ce que le numérique est utilisé ou pas, ou fait son chemin dans la formation potentiellement continue des employés. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans les est-ce que c'est quelque chose qui rentre Oui. maintenant dans les pratiques? Absolument. Alors, nous avons deux projets, deux programmes. Un qui est vraiment un programme de knowledge management où en maintenance, nous menons un projet pour que les opérateurs de maintenance utilisent la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour pouvoir capitaliser sur leurs connaissances. Et qu'une intervention que eux ont fait, peut-être qu'on l'a fait une fois tous les 3 ans, et que la prochaine fois, on n'est pas la roue à réinventer, qu'on ait tout de suite l'intervention de la personne où elle doit commenter ses gestes et que tout ça soit documenté. Et l'autre chose, la formation globale, nous avons lancé cette semaine notre plateforme digitalisée de formation parce que ça devient quelque chose d'extrêmement pratique, attractif aussi, et pertinent, je crois, pour les collègues, surtout que maintenant, nous avons été éduqués grâce au Covid, hein, ça c'est vraiment l'effet positif du Covid, où on a été plongé dans la piscine de la digitalisation, enfin de ce que l'on est en train de faire, et ça fonctionne, ça marche, quoi. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui est clé. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas les totémiser. Ça ne va pas remplacer le présentiel, ça ne va pas remplacer d'autres actions de formation, mais on y investit beaucoup de temps et d'argent, oui. Et il y a globalement, je dirais, l'acceptation de ce changement, de ces nouveaux outils, etc., se passe bien? Oui, oui, globalement, je dirais que, bien entendu, et c'est ce que je soulignais, il y a toujours cette histoire, mon job, ma zone de confort, mais et je fais le lien avec ce que je disais après de garder la motivation. Bien, fatalement, on a une frange qui se dit, mais dans quel monde on va? Qu'est-ce qu'on va devenir, quoi? Ils ne comprennent pas, quoi, ce que l'on veut. Je dirais, on a 30% comme ça qui ont des grosses interrogations. Et je dirais qu'on a 30-40% qui sont plutôt à dire, mais c'est bien ce qui se passe. On est en train de passer d'une société industrielle à une société de services. On est en train de passer à un rapport au client passif, à un rapport au client actif, quoi. Et bien sûr, encore une fois, on a besoin de s'occuper encore mieux des salariés, d'être plus, alors ce sont des grands mots, hein, mais un leadership qui soit plus inclusif. Et ça fait du bien aux gens. Cette reconnaissance, ça leur fait du bien. Et pour vous, Laurent, vous voyez aussi, enfin, vous faites aussi des formations, justement, vous aidez à la fois des gens qui sont en recherche d'emploi. Donc, la place de justement ces outils numériques dans la reformation ou la consolidation de formation. Ça a pris une place importante aussi chez vous au niveau de l'ADEME. Ah, tout à fait, tout à fait. Je pense, je suis en train de réfléchir quelle formation on fait avec le demandeur d'emploi où il n'y a pas un volet digital dedans. Et je trouve aucune pour le moment. Peut-être il y a une, mais sinon jamais je me rappelle pas. Je pense d'un côté, déjà avant la crise, on avait le focus sur tout ce qui est digital avec Fit for Digital, Fit for Coding, donc des choses qu'on a fait avec des demandeurs d'emploi niveau coding ou vraiment de commencer avec un step by step et vraiment commencer à connaître le digital, tous les différentes softs et qu'est-ce qui existe parce que il faut toujours dire chez nous, il y a les uns qui arrivent, qui ont un certain niveau d'études, mais aussi un certain âge, qui savent utiliser le PC et tous les tablettes, mais il y a d'autres secteurs où ça c'est vraiment quelque chose de difficile. Ici on parle d'industrie, là je pense que toutes les machines ou peu importe quoi a un certain degré de digital. Mais si vous prenez le secteur de la construction, là c'est d'autres choses.
ceux qui construisent les murs, ben là, il n'y a pas de digital pour l'instant, même s'il y a des formations où tout est fait par des drones ou par des prints 3D. Ça existe, mais bon, ce n'est pas encore le normal, je vais dire. Mais tout à fait, nous, on n'arrive plus à passer outre du digital pour nos formations parce qu'on sait que ce sont des compétences qui sont nécessaires, peu importe le secteur, et c'est pour ça que l'on met toujours dans les formations pour donner plus de possibilités par après que les gens regagnent un poste sur le marché de l'emploi. Alors, dans les postes justement sur le marché de l'emploi, est-ce qu'on voit aussi l'émergence de nouveaux postes, hein, le digital, tout ce qui est informatique, il y a le grand dossier de la donnée s'invite, la donnée sous-jacente. Est-ce qu'on voit dans l'industrie, Mathieu que Laurent, des postes qui s'ouvrent comme des éléments de data analyst, de analytic translator, enfin bon, de nouveaux termes qu'a priori on n'avait pas trop l'habitude de voir dans l'industrie? Oui, à l'évidence, oui, on a clairement des nouvelles compétences jusqu'au niveau technicien. Hein, on a quelques techniciens, nous, qui sont vraiment spécialisés dans cette mise en œuvre du dialogue entre les différents types de machines. Donc, ils doivent aussi bien maîtriser l'informatique que la connectique, mais aussi le processus en lui-même pour en avoir une sensibilité et ne pas louper les détails qui soient signifiants, quoi. Donc c'est effectivement, et ça va s'accélérer encore. Et je crois qu'on va avoir un travail en interne de passage, de permettre à des gens de passer d'un IT très lié à nos outils bureautiques à la limite, à vraiment un IT qui soit dans la gestion de la donnée. Pour revenir un peu à un élément, il y a des cas concrets qui m'ont été aussi partagés dans d'autres circonstances. Bon, on parle de toute cette, voilà, de l'influence, de l'aspect de relationnel humain à humain qui est influencé par la transformation digitale des entreprises. Et d'un autre côté, ce sont les mêmes personnes qui, clairement, a priori, pour la majorité d'entre elles, ont un smartphone. Donc, on peut déjà estimer qu'ils ont un degré, je dirais, de littératie, comme on dit, au niveau IT, qui est déjà fort développé sur ce niveau-là, c'est-à-dire et qui transforme aussi les relations humaines en B2C. Et donc, je voulais un peu avoir votre input là-dessus, parce que c'est un gros sujet, moi, souvent, qui m'occupe dans plusieurs séminaires. C'est qu'est-ce que vous voyez comme l'influence du B2C dans le B2B au niveau de l'industrie, justement, Ouais. au niveau des relations humaines, etc. Je laisse la parole à… Allez-y. Ouais. Alors, je suis pas sûr d'avoir… Peut-être que je vais me réapproprier la question de manière excessive. Vous me direz, Laurent, si je réponds à côté, mais là, j'ai pas peut-être tout compris dans la question. Mais la chose qui est claire, nous, on a maintenant une plateforme, il y a deux trucs. Hein. Une plateforme digitale qu'on appelle MyHR, Workday, pour ceux qui maîtrisent les programmes. Et maintenant, tout le monde peut aller chercher des informations avec son smartphone. La fiche de paye, ce qu'on doit mettre aux impôts, sa fiche de fonction bientôt, mais ça chute, c'est encore pas officiel. Plein d'informations sur qui est son chef, qui est le chef de son chef, qui est le chef du collègue. Voilà. Et on constate deux choses. Un, il y a quand même une grosse adhésion de la part des salariés et du monde ouvrier à ces outils. On doit former le service RH, on forme toutes les personnes à paramétrer leur smartphone. Et on a tenu à ce que ce soit le service RH qui le fasse pour être en lien avec les gens. Bon, après, ça va passer à l'IT, mais on a voulu faire le premier jet. Et on a constaté un truc de fou, c'est que le lien au smartphone n'a rien à voir avec l'âge. Vous avez des personnes qui viennent, qui ont 55 ans et qui apprennent aux quelques personnes qu'on a formées chez nous à utiliser le matériel informatique et à se poser les bonnes questions, à mettre les bonnes réponses. Et on a des jeunes de 25 ans qui n'y connaissent goutte à leur téléphone, sont perdus et n'ont aucune appétence par rapport à ça. Alors, le côté rassurant, c'est qu'on a identifié sur les plus de 1000 personnes là que nous sommes, allez, s'il y a 10 personnes, on va vraiment avoir un problème parce qu'ils ne veulent pas de smartphone. Ça va être le bout du monde. Et je trouve que ça, c'est très rassurant. Mais en revanche, le côté
synonymie jeune, adapté, plus vieux, inadapté, là, on en a eu un démenti total. Ah ben voilà, écoutez, ça reste encore aussi un des grands learnings. Bon, je vois que malheureusement, le temps passe, donc on va devoir clôturer ici. Donc, je veux déjà vous remercier beaucoup de vos interventions. Et pour clôturer, je voudrais partager avec l'audience la suite des événements. On parlait tout à l'heure aussi des éléments, de donner un élément clé aussi, c'est la sécurité. Donc, le prochain DH Talk va se faire, en fait, va s'étendre avec nos partenaires, la FEDIL et Security Mail Luxembourg, pour vraiment adresser dans un événement qui se fait toujours le 21, de 9h à 11h45, avec différents intervenants sur toute la sécurité, la cyber security dans l'industrie. Donc, je vous invite à être avec nous dans un mois. Et une autre initiative du Digital Innovation Hub, ça s'appelle le DH On Tour, c'est-à-dire que nous venons cette fois-ci chez vous, chers industriels. Vous voyez les dates et vous voyez aussi les différents endroits. On va circuler à bord d'un beau bus tout jaune, comme vous pouvez le voir sur la photo, et dans lequel on aura deux choses. On va vous fournir des sessions de sensibilisation pendant le lunch, et en plus, on vous offrira le lunch au niveau de ce qui est digitalisation industrie 4.0, plutôt orienté pour les employés. De même pour l'aspect cybersécurité, donc 2 sessions spécifiques dans lesquelles les gens pourront s'enregistrer. Et puis, pour le management, pour les gestionnaires des entreprises, il y aura des tables rondes l'après-midi qui seront organisées sur différents sujets, donc toujours autour du thème de l'industrie 4.0 et de sa digitalisation. Donc voilà, on sera sur les routes à partir du 25 octobre, sur mon programme qui est là, jusqu'au 16 novembre pour terminer avec la Smart Manufacturing Week qui se passera à Belleval. Je vous invite à aller voir les détails sur le site du DIH et j'espère vous voir nombreux, cette fois-ci en présentiel, en respectant bien entendu les éléments du Covid. Cher Mathieu, cher Laurent, un tout grand merci. On aurait pu encore passer des heures parce que le sujet est vraiment intéressant. Mais voilà, on s'est dit qu'on allait rester time box, comme on dit. Mais je suis sûr que ce n'est que le début. Et encore un grand merci pour à la fois vos faits, mais aussi vos partages d'expériences. Très intéressant, je pense, d'après les réactions pour l'audience. Un tout grand merci et je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui passent bientôt à table. Merci. Merci bien. Merci. Merci, au revoir. Au revoir à tous.